Pendant que la plupart des pays du monde se battent encore contre le virus du Covid et les caprices de ses variants, à 7000 km de Paris, au cœur de l'Asie centrale, le destin de l'Afghanistan vient à nouveau de basculer. Le 15 août dernier, les talibans, une tristement célèbre organisation terroriste islamique menée par Muhammad Hassan Akhund, ont repris le contrôle politique et militaire de 90% du territoire, après en avoir été chassés il y a 20 ans. La nouvelle a plongé le monde entier dans la consternation et soulève aussi de nombreuses questions. Que va-t-il advenir d'un pays déjà meurtri par des décennies de guerres incessantes et qui avait, tant bien que mal, et malgré les apparences, réussi à retrouver le chemin de la croissance? Quels sont les objectifs du nouveau gouvernement et va-t-il tenir ses promesses? Que vont devenir les relations avec les grandes puissances occidentales et avec le reste du monde qui jusqu'à maintenant portaient le pays à bout de bras? Et plus intriguant, que font encore la Chine et la Russie en Afghanistan? Pour celles et ceux qui auraient manqué le début, nous allons revenir sur les origines de cet événement et sur la récente et chaotique histoire d'un pays dont l'avenir est aujourd'hui plus que jamais menacé. Mais avant de partir pour le labyrinthe des rues de la capitale, Kaboul, ou la vallée du Panjshir, dans laquelle sont retranchés les derniers opposants aux talibans, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre travail en vous abonnant et en cliquant sur j'aime. Et pour ne rien manquer de l'actualité économique ou financière, vous pouvez aussi rejoindre notre fil Telegram. Rendez-vous dans le descriptif pour les liens et bienvenue sur Money Radar. Après 20 années de présence des forces armées de l'OTAN sur le sol afghan, les talibans ont repris le pouvoir. 20 années de tensions, de violences et de combats qui auront coûté la vie à près de 60 000 soldats afghans et des milliers de civils. 20 années au cours desquelles l'Afghanistan, un pays montagneux au climat désertique peuplé de 38 millions d'habitants, a tenté de se reconstruire économiquement, socialement et politiquement après presque un siècle de guerre. Une reconstruction rendue possible en grande partie par l'aide des instances financières internationales. En 20 ans et sous la protection de la Banque mondiale, le pays s'est doté d'un système financier efficace et s'est progressivement ouvert aux entreprises privées étrangères et à leurs capitaux. La Banque centrale afghane a même pu se constituer une réserve estimée par le FMI en avril dernier à plus de 9,4 milliards de dollars. Le PIB a été multiplié par 5 depuis la fin du précédent régime taliban en 2001. Le gouvernement régulier s'était même doté d'un ministère du tourisme en 2017. Mais tous les projets de développement économique qui laissaient entrevoir un avenir meilleur à l'un des pays les plus pauvres du monde viennent d'être mis à l'arrêt. Pour comprendre ce qui vient de se passer, revenons quelques années en arrière. Lors de la chute du premier régime taliban en 2001, l'Afghanistan est un pays en ruine. Sa population est exsangue et manque de tout. La violence règne partout, la sécheresse et le manque d'infrastructures d'irrigation créent des pénuries alimentaires qui exacerbent les tensions. Grandes familles et ethnies se disputent les maigres richesses de chaque territoire. La plupart des écoles sont fermées et les seuls établissements médicaux qui sont encore ouverts sont privés et hors de portée de la majorité de la population qui se tourne alors vers les ONG. Mais l'Afghanistan dispose de plusieurs atouts et de ressources naturelles qui pourraient permettre de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Le pays est alors placé sous tutelle des instances internationales, notamment de la Banque mondiale, qui va accorder en 2 décennies une série de financements successifs pour un montant total de 5,3 milliards de dollars. Les innombrables chantiers de reconstruction et de création d'infrastructures attirent les entreprises étrangères qui, contre de solides garanties, acceptent de travailler sur le territoire afghan. Il s'agit par exemple de Siemens, Thales, Alcatel ou encore Nestlé. La sécurité des personnels et des équipements étrangers est assurée par l'armée régulière afghane, épaulée par les soldats de l'OTAN, notamment les Américains, car le pays est loin d'être en paix. En réalité, une nouvelle guerre a débuté avec cette première chute des talibans. Entre 2001 et 2021, les combats opposent toujours les forces alliées occidentales et l'armée régulière aux différentes organisations présentes sur le territoire, notamment les principaux courants fondamentalistes qui sont l'État islamique, Al-Qaïda et les talibans. L'État islamique, aussi connu sous le nom de Daesh, est hostile aux talibans. Il vient d'ailleurs de le rappeler en revendiquant l'attentat à l'aéroport de Kaboul le 26 août dernier, un attentat qui a fait 85 morts et 160 blessés. Al-Qaïda, de son côté, partage les mêmes principes djihadistes que les talibans, mais n'a pas les mêmes ambitions. Les deux organisations ont néanmoins conclu un accord et Al-Qaïda reconnaît aujourd'hui la légitimité du nouveau régime taliban. Les talibans, eux, après avoir été chassés du pouvoir et privés des terres qui constituaient leur califat, n'allaient certainement pas en rester là. Pendant 20 ans, ils multiplient les attentats contre les forces de l'OTAN qu'ils qualifient d'envahisseurs et mènent depuis une guerre sans merci pour reprendre le contrôle du pays et gagner la confiance du peuple. Mais que veulent-ils exactement ? Le mouvement taliban émerge en 1994 avec à sa tête le mollah Mohammed Omar. 2 ans plus tard, profitant des tensions dues à la guerre civile et de la division qui règne dans le pays, les fondamentalistes entrent dans Kaboul et renversent le gouvernement communiste en place. L'ancien président, Mohamed Najibullah, est assassiné, le premier émirat islamique d'Afghanistan est créé et la 4e guerre d'Afghanistan commence.
Les talibans sont rassemblés en une structure religieuse, militaire et politique très organisée, qui comprend à l'époque entre 30 et 40 000 soldats, chargés de veiller à ce que la population respecte les règles les plus strictes de l'islam. La culture, la connaissance ou les outils d'acquisition comme les ordinateurs, magnétoscopes ou appareils photo sont interdits. Iconoclastes, toutes les représentations d'êtres humains sont irrémédiablement détruites, peintures et œuvres d'art sont vandalisées, jusqu'aux poupées qui sont enlevées aux enfants. En 2001, les immenses statues de Bouddha de la vallée de Bamiyan, au nord de Kaboul, 3 colosses de pierre classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, ont été dynamités sans aucun regret. L'éducation n'étant pas un objectif prioritaire pour les talibans, seule la moitié des hommes et moins d'un tiers des femmes savent lire et écrire. Les lois sont extrêmement dures. L'amputation, la pendaison et la torture et la lapidation font partie intégrante du code pénal taliban. La population fuit les combats. Le pays perd plus de 6 millions d'habitants entre 1996 et 2001, principalement au profit de l'Iran et du Pakistan voisin. Seuls 2 millions d'entre eux rentreront chez eux après la chute du régime taliban, qui malgré les pressions ne sera jamais parvenu à faire reconnaître sa légitimité. Le 11 septembre 2001, New York est attaqué. L'attentat est revendiqué par un mouvement fondamentaliste alors peu connu du grand public, Al-Qaïda. 2 jours plus tôt, le groupe terroriste a fait assassiner Ahmed Massoud, le commandant de l'Alliance du Nord, un groupe armé afghan opposé aux talibans et à leurs méthodes, et qui a toujours protégé sa région, la vallée du Panjshir, de l'invasion talibane. Le commandant Massoud meurt dans un attentat suicide à Darkad, près de la frontière du Tadjikistan. Pendant que le monde entier est sous le choc, l'Amérique concentre sa colère sur un seul homme, le cerveau de l'opération, un certain Oussama Ben Laden, qui se cacherait en Irak ou en Afghanistan. Mais pour les talibans, qui ont réussi à se débarrasser des soviétiques à leur arrivée au pouvoir, pas question de laisser les impérialistes de l'Ouest poser le pied sur le sol de l'Émirat. Le 18 septembre, George Bush lance alors un ultimatum. Les représailles contre ceux qui protégeraient le groupe terroriste seront terribles. Quelques jours plus tard, le Pakistan rejoint les Occidentaux et demande à son tour aux talibans de livrer Oussama Ben Laden. Le 7 octobre, devant l'obstination des talibans, la campagne d'automne débute. À peine un mois plus tard, les talibans sont défaits. Plusieurs milliers d'entre eux sont faits prisonniers et un nouveau gouvernement mené par Hamid Karzai est porté à la tête du pays par les forces alliées. L'État islamique d'Afghanistan redevient l'Afghanistan, un pays qui se veut démocratique. Son président est élu pour 5 ans, il nomme ses ministres, mais aussi les diplomates, les juges et les procureurs. À l'exécutif s'ajoute l'Assemblée nationale qui est composée de 2 chambres de députés, une haute et une basse. 2 députés élus au minimum dans chacune des 34 provinces, dont au moins une femme, examinent et votent les lois. Stabiliser le système politique du pays était la première étape pour commencer à reconstruire. Et sur ce gigantesque terrain de ruines, tout est à faire. Il faut relancer les échanges commerciaux, soutenir la monnaie locale, l'Afghani, créer un système financier efficace et sûr, et inciter les grands groupes internationaux à s'intéresser aux ressources du pays. Le gouvernement et la Banque mondiale ne peuvent compter que sur l'aide internationale et les fonds privés pour essayer de créer des richesses et panser les plaies de la population. Car oui, si le pays est pauvre, ses terres, elles, sont riches. À commencer par les filons de fer, de zinc, de lithium et de cuivre, mais aussi de pierres précieuses, d'or et de terres rares. Il dispose aussi d'un potentiel hydroélectrique actuellement sous-exploité. Le pays est dominé par le massif de l'Hindu Kush au nord, dont une centaine de sommets dépassent les 6000 mètres, et constitue une immense réserve d'eau qui pourrait être utilisée pour produire de l'énergie ou irriguer des terres non cultivables. Car l'agriculture occupe 80% des terres habitées. Le pays exporte des agrumes, des fruits secs, abricots, pastèques, cerises, raisins, du coton et des céréales. C'est aussi le premier fabricant de tapis au monde. Il n'existe que peu d'industries et le secteur tertiaire se limite aux services communautaires ou au commerce de détail. Il n'y a pas de services d'assurance, de compagnie immobilière, de messagerie efficace. Les principaux partenaires commerciaux de l'Afghanistan sont le Pakistan, l'Inde, la Chine et la Turquie, qui achètent près de 90% des exportations et qui lui fournissent en retour produits pétroliers, textiles et tourbes, un combustible bon marché. À partir de 2002, le déficit de la balance commerciale diminue d'année en année pour atteindre moins 5,5 milliards de dollars en 2020, soit 28% du PIB. Mais cette fièvre économique semble avoir atteint ses limites. Après avoir explosé entre 2001 et 2016, le PIB stagne depuis 3 ans et a reculé de 5% en 2020 pour s'établir à 19,13 milliards de dollars. Bien que le virus n'ait pas été très actif dans le pays, la reprise afghane a surtout été impactée par la récession économique mondiale. Les conditions de vie des Afghans, qui n'ont pas vraiment changé depuis l'arrivée de l'OTAN, se sont encore dégradées. Le pays souffre toujours du manque d'infrastructures, de routes, de ponts, de chemins de fer, d'écoles, d'hôpitaux, de systèmes d'acheminement d'eau pour lutter contre les sécheresses à répétition et permettre de développer l'agriculture. L'espérance de vie chez l'homme afghan est descendue à 50 ans et 7 mois. La population civile, extrêmement divisée, paie souvent un lourd tribut à la guerre qui continue de faire rage entre les groupes terroristes et les forces de l'OTAN et des pays alliés. Dans certaines régions, elle commence à manifester son hostilité envers les envahisseurs occidentaux. Les services de sécurité réguliers, police et armée, sont démunis face à l'ampleur du banditisme sur le territoire. Et le rôle de l'État afghan, qualifié de démissionnaire par les observateurs internationaux, se limite au strict minimum.
Le trafic d'armes, d'œuvres d'art, de drogue ou d'êtres humains, et bien sûr les actes terroristes, ont découragé la classe moyenne qui est parvenue à émerger tant bien que mal au cours de la dernière décennie et l'ont poussée à émigrer vers le Pakistan ou les Émirats arabes unis. Et le retour des talibans a précipité à nouveau des millions d'Afghans hors de leur pays. Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? Pourquoi, soudain, les États-Unis et tous les ressortissants des pays membres du conflit comme l'Angleterre ou la France ont-ils abandonné tout un pays qu'ils soutenaient depuis 2 décennies aux mains d'une organisation extrémiste, terroriste notoire qui rêve d'en faire son califat ? Pourquoi le président Ashraf Ghani, le successeur d'Hamid Karzai, a-t-il lui aussi fui précipitamment sans informer personne, jusqu'à devoir présenter récemment ses excuses à son peuple et à son propre gouvernement pour son comportement ? Et que font encore la Chine et la Russie en Afghanistan alors qu'il ne reste personne d'autre ? Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut remonter au 29 février 2020. Ce jour-là, Donald Trump, alors président des États-Unis, signe avec le représentant des talibans, Zabihullah Mujahid, un traité pour la paix en Afghanistan. Personne d'autre n'est présent, ni membre du gouvernement afghan, ni aucune femme, afghane ou non. Fatigué d'une guerre qui n'en finit pas, qui coûte une fortune et fait encore des milliers de victimes civiles et militaires, l'Amérique propose de retirer l'ensemble de ses troupes et de laisser le champ libre aux talibans pour reprendre le contrôle du pays. En échange, ces derniers devront assurer la sécurité partout où ils seront installés. Autrement dit, ils devront faire la chasse à Al-Qaïda et à l'État islamique, ce qui impliquera de rompre le pacte conclu entre les 2 organisations. Des promesses que les talibans ont néanmoins promis de respecter. L'accord a été signé et entériné par l'ONU en mars 2020. Mais cela n'a pas empêché les talibans de poursuivre leurs attaques jusqu'en août dernier, juste avant que le coup ultime ne soit finalement porté. L'offensive talibane débute en mai et s'achève 3 mois plus tard. Sans avoir rencontré aucune résistance, excepté dans la vallée du Panjshir, bastion du clan Massoud. Les dirigeants du mouvement posent victorieusement dans le bureau présidentiel et donnent leur première conférence de presse quelques heures à peine après leur entrée dans la capitale. Dans le monde entier, c'est la stupeur, y compris dans le monde musulman. La nouvelle administration américaine de Joe Biden est pointée du doigt. La 5e guerre d'Afghanistan vient de s'achever et elle n'a servi à rien. Les États-Unis ont échoué. Dès le 8 août, les flux financiers internationaux s'arrêtent. La Banque mondiale, qui jusqu'ici gérait les finances du pays, le FMI, les gouvernements occidentaux et différentes ONG, souhaitent utiliser le levier du capital pour faire pression sur les talibans. Les financements prévus sont suspendus, notamment une nouvelle tranche de 370 millions de dollars qui devait être versée en octobre prochain. La situation ne reviendra à la normale que si le pouvoir accepte de respecter la liberté d'expression, les droits fondamentaux de l'homme, et particulièrement de la femme, et de limiter les pratiques controversées ou interdites par la Convention de Genève. Pour appuyer leur demande, les quelques 9 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane qui sont stockés aux États-Unis sont immédiatement mis sous clé. Mais contrairement à ce que pense l'OTAN, le groupuscule est particulièrement bien organisé et ses finances sont assurées par des sources diversifiées. Les talibans contrôlent des mines de marbre, d'or et de zinc qui leur assurent le minimum vital. Ils contrôlent également les routes et perçoivent des droits de passage. Ils lèvent l'impôt islamique, 2,5% des revenus et 10% des récoltes. Les droits de douane exorbitants perçus sur les importations leur rapportent environ 215 millions de dollars par an. Ils sont aussi soutenus par des fonds anonymes, principalement en provenance des pays du Golfe ou du Pakistan. Et bien que fermement opposés à la culture du pavot à opium, qui reste l'une des plus grosses sources de revenus illégaux dans le pays, les talibans ont vite compris leur intérêt à prendre le contrôle des laboratoires. Le tout représenterait 1,5 milliard de dollars par an, sans les revenus de l'opium, et il y a donc peu de chances d'assécher rapidement leurs finances. Mais avec la création de l'Émirat islamique d'Afghanistan, les talibans vont changer d'échelle et vont donc avoir besoin de plus d'argent. Leur armée, par exemple, jusqu'ici en grande partie bénévole et qui doit lutter contre l'État islamique et le clan Massoud au Panjshir, va exiger d'être payée. La création d'infrastructures, notamment sanitaires ou de transport, va immanquablement réclamer des masses de capitaux. La solution qui consiste à ôter la perfusion de l'économie afghane n'est d'ailleurs pas approuvée par toutes les parties en présence. La Russie et la Chine, par exemple, sont plutôt favorables à ce que l'argent continue de circuler et les 2 pays tiennent à conserver des relations diplomatiques saines avec les talibans. Les ambassades russes et chinoises sont toujours ouvertes et tous les ressortissants n'ont pas été évacués. Leur sécurité et celle des bâtiments situés sur le territoire est assurée par les talibans. Ils tolèrent même que les écoles pour filles fonctionnent normalement, alors que 3 mois plus tôt, ils revendiquaient l'attentat qui a fait 50 victimes près de l'école chinoise pour filles de Kaboul. C'est que pour les 2 superpuissances, les enjeux sont hautement stratégiques. La Russie est le principal débouché pour le pavot en provenance d'Afghanistan. Chaque année, c'est plus de 2 milliards de dollars d'opiacés qui finissent illégalement sur le sol russe et c'est une énorme épine dans le pied de Vladimir Poutine qui tient une occasion de mettre un terme au trafic de drogue en s'attaquant directement à la source. Les représentants du régime taliban, pourtant officiellement considérés comme des terroristes, ont été reçus à Moscou 1 mois avant la prise de Kaboul. À cette occasion, ils se sont engagés, entre autres, à lutter contre la production illégale du pavot et de ses dérivés comme l'héroïne ou la morphine. Quant à la Chine, elle partage 76 km de frontière avec l'Afghanistan et ne veut pas que la situation dégénère avec le Pakistan, l'un des rares pays au monde à reconnaître la légitimité des talibans. Mais les perspectives de l'exploitation du sous-sol afghan, riche en terres rares et matières précieuses, font briller les yeux des industriels chinois et russes.
Les talibans sont assis sur un gigantesque trésor inexploité qu'ils ne pourront pas valoriser sans aide. Des réserves de fer, de bauxite, de chrome, de mercure, de cuivre, d'or, de pierres précieuses, de pétrole, de gaz, mais surtout de métaux rares, graphite, cobalt, lithium, composants indispensables dans la fabrication des véhicules électriques. Ainsi, à l'heure où nous produisons cette vidéo, les divers contrats passés entre la Russie ou la Chine et l'Afghanistan sont maintenus, mais rien ne dit que cela ne soit pas appelé à changer. La diplomatie chinoise, qui anticipait depuis plusieurs mois une victoire des talibans, n'a pas attendu la chute de Kaboul pour se rapprocher des talibans et avance désormais ses pions sur l'échiquier politique afghan. Ainsi, Pékin s'est engagé à expédier en Afghanistan de la nourriture et des fournitures médicales pour un montant de 31 millions de dollars. Aucun pays n'a autant promis. Au-delà des ressources, l'Afghanistan présente un grand intérêt économique pour la Chine, qui souhaite faire avancer son projet des nouvelles routes de la soie, un gigantesque programme de construction d'infrastructures hors de ses frontières qui passe par l'Afghanistan. Ce que recherche avant tout le jeune Émirat, c'est bien la reconnaissance officielle sur le plan international. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont les seuls avec le Pakistan à reconnaître leur légitimité. Les talibans font toujours partie de la liste officielle des organisations terroristes et le chemin risque d'être compliqué. Aussi, mieux vaut-il avoir quelques alliés de poids qui pourraient faire pencher la balance. Du côté de l'ONU, Boris Johnson demande à ce qu'aucun des pays membres ne signe d'accord unilatéral de reconnaissance. Selon lui, la décision doit être prise à l'unanimité. En attendant, les talibans multiplient les conférences de presse et les rencontres protocolaires pour rassurer la communauté internationale. Mais pendant que Zabihullah Mujahid, le porte-parole du nouveau califat, sourit devant les caméras, sur le terrain, des hommes en armes sillonnent les rues et n'hésitent pas à recourir à la violence pour faire respecter la charia dans l'espace public. Idéalement placé à la croisée des chemins entre l'Asie méridionale et centrale, l'Afghanistan avait, malgré les apparences, retrouvé une dynamique de croissance. Mais gangréné par la criminalité et défiguré par les combats qui épuisent les ressources et les hommes, le pays n'a jamais pu prendre sa place au cœur du circuit économique international. Aujourd'hui, les talibans affirment qu'ils ont changé, se veulent plus modernes et promettent de respecter la liberté d'expression et l'égalité des sexes. Des promesses bien vite oubliées puisque le 7 septembre dernier, des manifestations de femmes contre la disparition de leurs droits ont été violemment réprimées par des tirs à balles réelles. De nouveau, la population doit se plier aux règles strictes du régime, la musique est interdite, le sport aussi, les manifestations doivent faire l'objet d'une autorisation. Les bibliothèques sont détruites et les réseaux de télécommunications sont coupés dans certains quartiers. Les femmes ne doivent sortir qu'en cas de nécessité, accompagnées par un homme et doivent se couvrir intégralement. La presse internationale peut se rendre sur place, mais le moindre faux pas attire rapidement l'attention des soldats en patrouille. Tandis que les économies occidentales tentent de négocier la reprise des aides en échange du respect des libertés fondamentales, la Chine et la Russie saisissent l'opportunité de garder un œil sur la situation et sur les ressources naturelles du pays. Mais personne à l'heure actuelle ne peut encore définir quelle stratégie il conviendra d'adopter, ni malheureusement prédire ce qu'il va advenir de l'Afghanistan. Les talibans vont-ils tenir leurs promesses alors que jusqu'à maintenant ils ne l'ont jamais fait, et quand bien même ils en auraient l'intention, en ont-ils seulement les moyens? Si vous souhaitez aider la population afghane, sachez que plusieurs ONG tentent de s'organiser sur place. L'association internationale Action contre la faim a un besoin urgent de dons. De son côté, Médecins sans frontières confirme également rester à Kaboul, Kandahar et Kunduz pour prendre en charge les blessés et fournir de l'eau potable. Vous pouvez les soutenir en vous rendant sur leur site internet, dont vous trouverez les liens dans le descriptif. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités et de comparatifs. Et pour être sûr de ne manquer aucune opportunité d'investissement, rejoignez-nous sur notre fil Telegram. C'était Monirradar, à très bientôt.